Eh bien, bonjour à tous. On va commencer. Je vais faire une petite, vous dire un petit peu comment on va procéder en attendant que les petits retardataires arrivent. Donc, je suis Hélène Raman, chargée de projet au Cariforef, et avec ma collègue Malika Demiotis, nous avons réalisé une étude sur le secteur de la décarbonation de l'industrie et de la diversification des activités. Et donc, ce rendez-vous du Cariforef va être consacré au thème de la transformation des secteurs industriels et au développement des activités de diversification. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Il y a plusieurs intervenants. Alors, moi et Malika, nous vous présenterons les principaux résultats de cette étude. Il devait y avoir l'intervention de la Glace Vallée avec Madame Graine, mais on a eu un désistement de dernière minute ce matin, un empêchement pour venir présenter, donc on ne pourra pas avoir Madame Graine. Par contre, il y aura Madame Estelle Le Guen, qui est responsable emploi compétences au niveau de Normandie Énergie, qui interviendra également. Et du double, ma collègue chargée de projet de l'OREF, qui vous présentera la suite un petit peu de l'étude que l'on a réalisée. En l'occurrence, je salue Madame Le Guen. Merci beaucoup d'être présente avec nous. Merci à Nadine également. Merci, bonjour à tous. Et donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu voilà, le plan d'attaque de la présentation. On va vous redéfinir un petit peu quel est le contexte et quels sont les objectifs et le périmètre qui était pour cette étude. On abordera un peu après la question des secteurs industriels qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. C'est les trois principaux qui ont été ciblés pour cette étude. Et ensuite, on passera sur les domaines de diversification avec un certain nombre d'éléments à la fois chiffrés et qualitatifs. Et dans le cadre de ces domaines de diversification, il y aura donc l'intervention de Madame Le Guen en lien avec les énergies au sens large et les énergies renouvelables plus spécifiquement. Et on terminera par Nadine sur les suites de l'étude avec le tableau de bord qui est prévu à la suite. Juste pour préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les regardera au fur et à mesure et on les posera plutôt à la fin de l'intervention pour regrouper un petit peu les thématiques et les types de questions qui pourraient être semblables. Donc, écoutez, nous allons commencer par le contexte de cette étude et je laisse la parole à Malika. Oui, donc je vais revenir sur le contexte, les objectifs et les périmètres de l'étude et le rôle du Cariforef dans cette mission. Donc au niveau européen, je rappelle que la volonté politique était de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. En France, les objectifs de réduction ont été définis pour chaque grand secteur de l'économie et pour celui de l'industrie, celui qui nous intéresse, l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici 2030 et 81% d'ici 2050. Donc, je rappelle que la décarbonation, elle définit l'ensemble des mesures et techniques qui permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, le rôle du FTJ dans cette marche vers la décarbonation de l'industrie, en fait, pour atteindre l'objectif de neutralité climatique, l'Union européenne a mis en place tout un ensemble de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et l'une de ces mesures est le Fonds pour une transition juste. Donc, le FTJ, c'est quoi? C'est un programme de financement créé pour accompagner la transition énergétique et industrielle des territoires concernés par de fortes émissions de gaz à effet de serre. Donc, le FTJ a défini des territoires qui sont éligibles, qui relèvent de 6 régions de métropole. Et pour la Normandie, elle fait partie de ces régions avec 2 territoires éligibles qui sont la vallée de la Seine et la vallée de la Brenne, donc les 2 territoires d'analyse de notre étude. Donc, je rappelle qu'en Normandie, le FTJ comporte 2 volets. Donc, il y a un volet économique qui est géré par la région et qui vise à soutenir les investissements des entreprises. Et un autre volet, celui qui nous intéresse, qui est le volet emploi et compétences, qui est un volet social, qui consiste à faciliter la reconversion des travailleurs et l'insertion des demandeurs d'emploi dans les territoires éligibles. Et ce volet-là, il est géré par les DRETS. Donc, dans le cadre de ce second volet, la DRETS a ouvert un appel à projet en 2023 qui vise la reconversion des salariés des secteurs en déclin ou en transformation. Donc, ces secteurs, c'est le raffinage, la chimie et le secteur du verre.
Et cet appel à projet, il vise également l'adaptation des compétences des salariés dont l'emploi va être impacté par la décarbonation. Donc, le CARIFOREF a répondu à cet appel à projet. Le CARIFOREF de Normandie a répondu et il a été retenu pour réaliser une étude dont les objectifs sont d'identifier les effets de la transition sur l'emploi et les compétences, donc dans les secteurs que je vous ai cités tout à l'heure, donc le raffinage, la chimie et le verre. Et enfin, de repérer les besoins en emploi et compétences dans les domaines de diversification. On reviendra dessus, hein, bien sûr, plus tard pour vous expliquer quels sont ces domaines. Je redonne la parole à Hélène. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu, mais assez rapidement, ce que sont ces deux territoires d'analyse. Donc, il y a la vallée de la Seine et la vallée de la Brelle. Ces deux territoires représentent à peu près, représentent 419 communes bien exactement, 1,18 million d'habitants et près de 500 000 emplois. Donc, vous voyez, la vallée de la Seine est un territoire le long de la Seine, donc sur l'axe Seine, qui est très important. Et la vallée de la Brelle, un territoire un petit peu plus petit, mais dans les deux cas, l'industrie y occupe une place de 15% de l'emploi dans la vallée de la Seine et de près de 32% de l'emploi dans l'industrie. Ça, c'est les deux territoires d'analyse. Et sur ces deux territoires, les secteurs qui sont ciblés par le FTJ normand, et ce sont les trois secteurs industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre que vous a cité Malika tout à l'heure, raffinage, chimie et verre, et les secteurs dits de diversification. Moi, je parle plus de domaines de diversification que de secteurs parce que ce ne sont pas des secteurs professionnels en tant que tels. Et donc, il y en a 4. Il y a l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, je vais vous les expliquer un petit peu chacun. C'est pas un secteur en tant que tel, mais plutôt un modèle économique qui consiste à produire des biens et des services de manière plus durable et qui vise donc à limiter la consommation et les gaspillages de ressources et aussi tout ce qui est autour de la production de déchets. Donc, l'économie circulaire est des piliers, hein, on appelle ça des piliers, et un des principaux piliers, c'est le recyclage, et on a axé notre analyse sur cet aspect, ce pilier principal de l'économie circulaire, qui est le recyclage. Il faut savoir que c'est pas un secteur en tant que tel, puisqu'en fait, tous les secteurs sont concernés par ce principe de l'économie circulaire. Deuxième domaine de diversification, la chimie verte. Alors, de la même manière que l'économie circulaire était plus un modèle économique, la chimie verte, c'est davantage un concept dont le but, c'est de concevoir des produits et des procédés chimiques qui permettent de réduire, voire d'éliminer, en fait, l'utilisation de substances dangereuses. Et l'un des principes de la chimie verte est d'utiliser des ressources renouvelables. Et on parle de chimie biosourcée quand on a affaire à une chimie où les ressources fossiles sont partiellement, voire totalement, remplacées par des ressources qui sont issues de la biomasse animale ou végétale. On compte davantage la biomasse végétale qu'animale, mais elle existe également. Troisième domaine de diversification, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Il y a 5 grandes familles d'ENR, l'éolien, solaire, biomasse, hydraulique, géothermie. Et quant à l'hydrogène, je rappelle juste que c'est un gaz qui est principalement utilisé dans la chimie ou encore le raffinage et qui est encore largement issu de la transformation d'énergie fossile. Mais il existe aujourd'hui la possibilité de fabriquer par l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité provenant uniquement d'énergie renouvelable également. C'est intégré dans cette catégorie. Enfin, le dernier domaine, c'est ce qu'on appelle captage, stockage et valorisation du CO2. En fait, ces technologies consistent à capter le CO2 dès sa source de production, à le stocker dans le sous-sol ou à le valoriser. Les premières mises en œuvre de cette méthode à l'échelle industrielle en France sont attendues pour 2025-2030. Il n'y en a pas encore à l'échelle industrielle. Et il y a également un projet qui est en cours en Normandie. Vous les verrez dans les projets que vous présentera à la fin de notre présentation. Donc, je vous ai montré les territoires qui étaient ciblés, les secteurs qui sont ciblés dans le cadre de l'étude. Je vais vous donner quelques chiffres clés justement sur ces territoires. Au total, donc, sur ces deux territoires, vallée de la Seine, vallée de la Brelle, ce sont près de 15 000 salariés qui travaillent dans les secteurs ciblés, 14 700 exactement. À travers le petit tableau là, vous voyez très rapidement que la vallée de la Seine, dans la vallée de la Seine, on retrouve ces 3 grands secteurs qui sont repérés comme particulièrement émetteurs des GES. La vallée de la Brelle est très centrée sur l'industrie du verre quant à elle et n'a pas d'activité de raffinage et quasi pas d'activité de chimie. Dans ces secteurs, sur ces territoires, on a repéré que 4 grandes familles de métiers étaient particulièrement présentes dans ces secteurs. Ce sont tout ce qui est ouvrier
des industries de process, les techniciens et les agents de maîtrise également des industries de process, et enfin les ingénieurs et cadres de l'industrie. Ces familles de métiers, on les analysera un petit peu plus juste après. Je vais vous expliquer quelques données statistiques. Et selon le secteur, ils représentent ces métiers, ces familles de métiers, entre 50 et 56% des effectifs salariés de ces trois principaux secteurs dans ces territoires. Donc, je vais vous donner quelques chiffres sans m'appesantir trop longtemps, mais pour vous donner une idée de ce que sont les besoins d'emploi dans ces secteurs industriels, en faisant un focus justement sur les familles dont je viens de vous parler. Pour rappel, au niveau de l'emploi total en Normandie, la part des seniors, donc 55 ans et plus, est de 17,5%. Ça vous fait une référence par rapport aux données que vous allez voir sur le tableau. Donc, on sait très bien que le vieillissement des salariés impacte les entreprises qui vont être amenées, bien évidemment, à renouveler pour tout ou partie des postes qui se libéreront. Et quand on regarde la place des salariés âgés de 55 ans et plus, on a une idée de ce que représenteront les départs dans les années à venir. Dans la vallée de la Seine, dans les trois secteurs ciblés, cumule à peu près 2000 salariés de plus de 55 ans et plus. Et si on focalise sur les familles professionnelles les plus représentées, ça cumule à peu près 900 potentiels départs à la retraite. L'impact le plus important se situe sur les ingénieurs et cadres de l'industrie dans le raffinage. Vous voyez, près de 20% des personnes sur ces familles de métiers dans le raffinage seront amenées à partir à la retraite dans les prochaines années. La vallée de la Brelle, elle est un petit territoire, vous l'avez vu tout à l'heure, de 15 000 actifs en emploi. Et ce territoire, qui est très centré au niveau de l'industrie sur le verre, verra le départ de 17% de ses salariés du verre, ça fait à peu près 500 personnes. Et les deux principales familles de métiers qui vont rencontrer des taux élevés de seniors sont les ouvriers non qualifiés et les techniciens et agents de maîtrise, puisque, et au total, les familles professionnelles qu'on a citées, c'est à peu près 260 départs à prévoir. Donc ça, c'est pour un premier zoom sur les besoins à venir. Si on regarde les besoins de main-d'œuvre, donc un certain nombre d'entre vous doivent connaître l'enquête BMO de France Travail. Si on regarde les bassins d'emploi dont dépendent les territoires FTJ, alors les bassins d'emploi sont un petit peu plus larges que nos territoires FTJ, mais ça donne une première idée des besoins. Et si on fait un focus à la fois sur les métiers, les familles de métiers dont on va parler, et également les métiers de la maintenance, parce que les métiers de la maintenance sont très représentés également dans ces secteurs. Au total, dans les bassins d'emploi qui englobent donc les territoires FTJ, les employeurs via l'enquête BMO ont émis à peu près 2300 intentions d'embauche sur ces métiers. Le tableau va vous indiquer sur quel métier et dans quel bassin ces besoins de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs. Donc, vous avez la petite légende, mais on peut dire que dans les bassins du Havre, d'Illebonne et du Tréport, le niveau de difficulté à recruter est considéré élevé à très élevé, quel que soit le métier. Pour ce qui est des métiers de la maintenance, ils présentent tous un fort taux de difficulté quasiment dans tous les bassins. Donc, on peut dire que sur ces métiers ciblés, les métiers qui sont les plus représentés dans ces secteurs et les métiers de la maintenance, les difficultés à recruter sont déjà très prégnants à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin, dernière donnée chiffrée qui vous permettent de se projeter un petit peu. Il y a la DARES et France Stratégie qui ont mené un exercice de prospective des métiers et des qualifications au niveau national en 2022 qui visait à dresser un panorama chiffré des perspectives métiers d'ici 2030. Et cet exercice, il a été régionalisé en 2023. Donc, on a extrait certaines données de cet exercice. Globalement, en Normandie, à l'horizon 2030, toute famille de métiers confondue cette fois-ci, ce sont à peu près 35 000 postes qui seraient à pourvoir chaque année, essentiellement en raison des départs en fin de carrière, très peu de création nette d'emplois au global. Parmi les familles de métiers ciblées, ça représenterait à peu près 3 000 postes à pourvoir par an sur les familles dont je vous ai parlé et qui sont sur le tableau. Donc, si les postes à pourvoir sont principalement liés à des départs en fin de carrière, il y a certains métiers qui devraient quand même présenter des créations nettes d'emplois, à savoir les techniciens et agents de maîtrise des industries de process et les ingénieurs et cadres de l'industrie. Et également les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance. Alors, vous voyez sur le tableau, les postes à pourvoir par an, le pourcentage qui est indiqué, c'est le pourcentage sur l'ensemble des postes à pourvoir, par exemple sur les techniciens et agents de maîtrise des industries de process, sur les 680 postes par an à pourvoir, 15% seraient
le conditionnel, hein, puisque c'est des projections, seraient des créations nettes d'emplois. Chose pour les ingénieurs et cadres et la maintenance. Donc voilà. Donc on estime que la main-d'œuvre disponible, qui est essentiellement dans cet exercice de prospective, composée des jeunes débutants qui arrivent sur le marché du travail, que cette main-d'œuvre ne serait pas disponible pour couvrir les besoins sur les postes d'ouvriers qualifiés, les techniciens et agents de maîtrise des industries de process, ainsi que ceux des ouvriers qualifiés de la maintenance. Vous voyez dans le tableau, c'est les petits points rouges. Hein, la main-d'œuvre est considérée comme insuffisante si on table que sur les jeunes débutants. Néanmoins, et ça l'exercice ne prend pas en compte hein, dans la projection, ces postes pourraient très bien être alimentés par les sorties de chômage, les reprises d'activité ou encore l'immigration. Ça, c'est un autre exercice qui serait à faire très certainement. Donc là, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, c'était pour vous faire un premier topo pour vous dire que les métiers les plus représentés dans ces secteurs ont des besoins et qu'il y a des difficultés à recruter dès à présent. Après, à savoir, avec la projection vers la décarbonation, pourra aussi amener des besoins et peut-être des tensions. On va reprendre chacun des trois secteurs pour vous apporter une approche un peu plus qualitative des besoins. D'abord avec le raffinage. Le raffinage, on peut résumer un petit peu ce secteur qui est vers une transformation de ses activités, mais qu'on n'y trouvera pas une révolution des métiers en tant que tel. Donc, le secteur du raffinage a une nécessaire évolution de ses produits et de ses modes de fabrication. Alors, les raffineries vont apprendre à fabriquer des produits avec des techniques nouvelles, notamment développées à partir d'hydrogène décarboné. Ils s'orientent notamment vers les carburants liquides bas carbone. Alors, pour petite définition quand même, ce sont des carburants qui sont conçus pour réduire les émissions de CO2. On va y retrouver, alors ça va peut-être un peu plus vous parler, les biocarburants qui sont fabriqués à partir de biomasse, ou encore les carburants de synthèse ou e-fuel qui vont être produits à partir de CO2 et d'hydrogène le plus souvent vert. Donc, les deux raffineries normandes ont démarré notamment la production de SAF, qui est le carburant pour l'aviation. C'est un CLBC, un carburant liquide bas carbone, et ils sont au début de leur transformation. Mais cette évolution se fera sur le long terme, tel que nous l'a dit le secteur, ce qui n'empêche qu'il y a un impact social à anticiper parce que il y a 2 autres raffineries en France qui ont effectué leur transformation. Et dans ces raffineries, on constate que une fois leur transformation effectuée, elles sont généralement de plus petite taille en termes de capacité. Et ces nouvelles unités tournent en général avec beaucoup moins de personnel. Donc, un impact social à anticiper, mais on a vu notamment qu'il y avait aussi des départs en retraite importants sur le raffinage. Quant aux profils qui sont et seront recherchés, en fait, la transition vers ces nouvelles activités ne devrait pas avoir d'impact pas d'impact majeur, en tout cas sur le type de métier. Les profils actuels ont, semble-t-il, les compétences pour aller vers une activité décarbonée. Alors, les profils actuels, c'est les profils d'opérateurs, notamment, de techniciens de maintenance et tout ce qui est ingénieur et cadre dans le cadre de la production et de la maintenance. Donc, ça va de niveau Bac Pro à Bac plus 5. Cependant, sur ces profils, on identifie quand même un besoin, une volonté, un besoin de spécialisation des métiers qui sont existants. Et selon les experts, la transition va venir consolider donc ces métiers existants et les spécialiser dans certains domaines. Alors notamment les domaines hydrogène, de biomasse et de process, et tout ce qui est électricité et automatisme, avec notamment l'électrification. Ça, c'était le point sur le raffinage. En ce qui concerne l'industrie chimique. Alors l'industrie chimique normande, en France, mais en Normandie plus spécifiquement, puisque c'est sur les 2 territoires que l'on a travaillé, est à l'heure des choix, avec des métiers qui vont être en évolution. Alors pour le moment, il y a des choix stratégiques à opérer, puisque la décarbonation, le process vers la décarbonation des activités chimiques implique des transformations sur le process de production, sur les équipements, sur un certain nombre de choses. Et des choix stratégiques vont être à opérer parce qu'ils vont aussi entraîner des investissements extrêmement importants. Actuellement, les entreprises normandes sont plutôt à l'heure des choix, justement, en matière d'activité, en matière de technologie à mettre en œuvre. Et l'impact de ces choix aura forcément des conséquences sur les compétences à mobiliser, mais les experts disent que c'est pas encore tout à fait arrêté en termes de compétences qui pourraient changer ou évoluer ou être à ajouter. Néanmoins, ce que l'on sait actuellement, c'est qu'il y a des enjeux de renouvellement et au vieillissement des actifs dans ces secteurs et qu'il y a déjà des métiers en tension qui sont repérés.
Il y a notamment des métiers qui sont particulièrement en tension, c'est opérateurs de production et conducteurs de ligne. Et en forte tension, c'est les ingénieurs process et les techniciens de maintenance. Dans ce secteur, il est noté également qu'il y a déjà depuis un moment d'ailleurs, comme sur l'ensemble des activités de l'industrie, un déficit d'image et d'attractivité, d'où des difficultés parfois à attirer des nouveaux profils, et une concurrence avec d'autres secteurs. Vous voyez que les profils déjà en tension et recherchés sont des profils qu'on va pouvoir retrouver dans le raffinage notamment, par exemple, et dans d'autres secteurs industriels. Donc, une concurrence avec d'autres secteurs quand il s'agit de recruter. Et le secteur note aussi une certaine inadéquation à certains moments entre les besoins des entreprises et l'offre de formation qui est existante. Donc, quelles sont les évolutions déjà actuellement et qui s'intensifient? C'est tout ce qui est autour de l'automatisation des procédés, la digitalisation des outils et des process de production, les outils de maintenance prédictive, etc. Et ces évolutions vont avoir un impact évidemment sur les métiers. Et deux familles de métiers devraient être particulièrement impactées par les évolutions dans l'industrie chimique. Ce sont les métiers de la production. Alors, il est voilà, ce qui semble s'opérer, c'est une baisse du nombre d'opérateurs et une transformation de ces postes vers des postes de conduite de ligne, avec un souhait et un besoin de plus de polyvalence, avec plus de digital et de la maîtrise des données de production, et également davantage de connaissances de base de la chimie par l'ensemble des personnels qui sont sur la production. Un impact également sur les métiers de la maintenance et l'ingénierie de process, avec un développement un besoin, en tout cas un développement de compétences sur la mécatronique. Ça lie à la fois la mécanique, l'électronique, l'informatique, des compétences sur tout ce qui est informatique et programmation, et également une orientation davantage vers la maintenance prédictive. Donc voilà pour l'industrie chimique, les grandes lignes des besoins actuels et avec ce basculement vers la décarbonation. Je vais laisser Malika pour le secteur du verre. Alors, pour le secteur du verre, on va parler plus d'une industrie en transformation, donc notamment une transformation de ses process, mais avec des profils identiques. Donc, pour relever le défi de la décarbonation, le secteur verrier doit transformer ses process. C'est en cours chez certains verriers. Et concrètement, cette transition énergétique, elle peut se traduire par le remplacement des fours à gaz par des fours électriques ou bien hybrides, la récupération et la gestion des données pour améliorer les process, la digitalisation qui tend vers une maintenance préventive, ou bien encore l'amélioration de son efficacité énergétique en mobilisant des énergies dites renouvelables. En fait, on est sur des entreprises qui continuent de recruter, mais sur des métiers en tension, vous allez le voir. Je rappelle que le secteur verrier a de nombreux atouts, notamment la transmission d'un savoir-faire, une fierté d'appartenance à des produits qui sont mis en valeur par leurs clients. Pour autant, les difficultés de recrutement existent, notamment sur le profil de technicien de maintenance industrielle et sur les métiers autour de la donnée. Les industriels que nous avons rencontrés, et ils nous ont fait part également d'un problème d'attractivité des formations, d'adéquation des formations, un problème d'attractivité du territoire et de valorisation de l'industrie dans les écoles. Donc, on est sur des cœurs de métier, je le disais, qui sont identiques, mais là, on va apporter des nouvelles compétences. Et le contexte croissant de numérisation et d'automatisation va se traduire par une hausse du niveau de qualification et une montée en compétences des salariés. Donc, il s'agit notamment d'une montée en compétences des opérateurs de production vers de la maintenance, le développement de la maintenance préventive ou prédictive, comme le disait Hélène tout à l'heure pour la chimie, ou une hausse des besoins en ingénieurs spécialisés. Donc, pour réussir ce défi-là, d'avoir des collaborateurs qui montent en compétences sur certaines données, enfin, la digitalisation, tout ce qui est la maintenance, etc., on va avoir principalement une formation qui va se faire auprès des collaborateurs avec des compétences qui sont nécessaires, qui sont trouvées grâce à la transmission et qui va se faire dans le secteur verrier de génération en génération. La formation en interne sur les cœurs de métier avec le process de formation, mais toujours en situation de travail. Par exemple, la formation des conducteurs de ligne pour réduire le gap technologique sur des conducteurs qui sont en entreprise depuis de nombreuses années, pour réduire ce gap technologique qu'ils pourraient rencontrer face à la digitalisation de leur métier.
Et enfin, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, la qualité se fait sur l'ensemble de la chaîne, en lien avec les métiers, notamment avec les techniciens de maintenance. Il faut savoir que les actions des techniciens de maintenance ont maintenant un impact sur la gestion de la consommation d'énergie, le taux de rebut. Ça, c'est une donnée qui est très importante dans l'industrie du verre. Et ça, c'est un des côtés sous-jacents de la décarbonation. Donc, après mon intervention, donc voilà, on devait avoir un complément d'information, notamment sur des nouveaux process qui sont mis en place sur certaines entreprises de la Glace Valley. Bon, Madame Grève, malheureusement, ne peut pas être présente. Donc là, je vais passer au domaine de diversification et notamment sur les estimations d'emploi dans les 4 grands domaines qui sont abordés dans l'étude. Donc, comme le disait tout à l'heure Hélène, les domaines de diversification ne sont pas des secteurs professionnels en tant que tels et donc on ne peut pas les identifier via les nomenclatures d'activités officielles qu'on utilise habituellement. Donc, à part pour le recyclage, on n'a aucune donnée localisée qui est disponible sur les autres domaines. Donc, ce sont des estimations que je vais vous présenter donc, au niveau régional ou national. Donc, pour l'économie circulaire, plus précisément sur le recyclage et la réparation, on a 13 000 salariés en Normandie. Sur les 2 territoires qu'on a analysés, donc il y en a 6 500 dans la vallée de la Seine et 150 dans la vallée de la Brenne. Pour la chimie verte, là, ce sont des données au niveau national. Donc, il y aurait 165 000 emplois directs et indirects qui seraient générés par la chimie du végétal. Pour les énergies renouvelables, donc en Normandie, on a 8 450 emplois directs et indirects en 2019, avec une projection à 2028 de 18 660 emplois. Et puis, comme on vous l'a dit déjà tout à l'heure, en fait, sur le captage, stockage et valorisation du CO2, pour l'instant, on n'a aucune installation à l'échelle industrielle en France, mais des projets qui sont en cours, et notamment un projet en Normandie qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc là, je vais laisser la parole à Hélène, qui va reprendre la parole sur les besoins en compétences justement dans ces domaines de diversification. Donc, comme tout à l'heure, sur les domaines traditionnels, on est allé voir sur les domaines de diversification quelles étaient l'évolution et quelles étaient l'évolution en termes de compétences, les besoins qui sont déjà là ou qui allaient venir. Pour ce qui est de l'économie circulaire et donc l'entrée plus recyclage, puisque c'est un des principaux piliers, si ce n'est le principal. Donc, on constate que c'est une branche professionnelle, puisque là, on avait quelques chiffres. C'est une branche professionnelle qui est vectrice d'emploi. Donc, pour rappel, les activités du recyclage de cette branche consistent en collecte et transport des déchets, tri, préparation des déchets et l'aspect valorisation matière ou énergétique qui est très importante et qui se développe de plus en plus. Donc, pour nos 2 territoires d'études, c'est un développement très différencié selon les territoires. Cette activité est bien implantée sur la vallée de la Seine, où les entreprises de la branche du recyclage présentent une hausse de leurs effectifs dans les dernières années. Il y a à peu près 600 salariés dans 67 établissements, selon les données URSSAF actuellement. Par contre, dans la vallée de la Bresse, c'est une activité qui représente peu de personnes, une centaine, 5 établissements, et ce nombre est plutôt à la baisse en termes d'effectifs. C'est pas une activité qui est très développée, qui se développe pour le moment en tout cas. Ce secteur, enfin cette branche en tout cas, va être soumise, on va dire, bénéficier peut-être des évolutions réglementaires et technologiques, et notamment avec tout ce qui est automatisation ou robotisation des lignes notamment, avec des enjeux de valorisation aussi, parce que qui vont être liés à l'augmentation de ce qu'on appelle l'utilisation de ce qu'on appelle les MPIR, c'est-à-dire c'est les matières premières issues du recyclage. Donc une augmentation d'utilisation de ces MPIR et bien évidemment aussi sous la pression des clients, l'exigence client qui réclame de plus en plus de mise en œuvre de recyclage d'un certain nombre de matières. 3 familles de métiers vont être impactées par ce développement. Tout d'abord, la famille d'exploitation, on va dire, avec une main-d'œuvre qui sera moins nombreuse mais plus qualifiée, avec des métiers plus techniques, plus polyvalents et une connaissance beaucoup plus pointue des matériaux collectés, avec une diversité de matériaux et donc une nécessité de mieux connaître ces matériaux. Deuxième famille qui va être impactée, c'est la maintenance, avec comme on le disait tout à l'heure sur d'autres secteurs, la mécatronique, des besoins de compétences en mécatronique et également une orientation vers de la maintenance préventive.
mais également la famille de métiers de transport logistique, puisque collecte et transport est important dans ce champ-là, où il va être demandé davantage de connaissances des matières qui sont collectées, transportées, avec des notions un petit peu plus importantes de maintenance du véhicule et des compétences en termes de gestion de données numériques, tout ce qui a trait à l'informatique embarquée. Voilà pour le petit topo sur le recyclage. Sur le domaine de la chimie verte, avec l'orientation plus chimie biosourcée, alors, il faut dire que on en parlait un petit peu tout à l'heure sur la chimie, où les entreprises de la chimie étaient en train de regarder un peu tout ça, comment transformer leur activité pour être dans ces objectifs de décarbonation, de plus de valorisation. Pour le moment, c'est une activité qui est encore très peu développée en région. On a affaire quand même en Normandie à une industrie chimique qui est très pétrosourcée. On a un secteur pétrochimique très implanté, la vallée de la Seine, avec des industries chimiques qui ont depuis longtemps instauré des process de production pétrosourcés qui sont très maîtrisés. Donc, faut passer à toute autre chose et ça impacte, comme je vous dis, au niveau process et financement surtout. Mais cette transition, elle est enclenchée. Les industriels de la chimie s'y intéressent, mais elle est encore très lente. Il y a un intérêt, a priori bien affirmé, de la part de l'industrie chimique pour le biosourcé, poussé par la demande de leurs clients également, mais cela implique bien évidemment des choix stratégiques avec de forts investissements, donc ça ne se fait pas aussi rapidement que cela. Alors, selon les experts de ce secteur, ce glissement vers davantage de chimie biosourcée va pas requérir des profils très différents. Ce sera des profils identiques qui vont être recherchés, mais peut-être un besoin de compétences complémentaires pour certains métiers, notamment tous les métiers de la R&D, recherche et développement, tout ce qui est autour de l'ingénierie de process, parce que le pétrosourcé et la chimie biosourcée, c'est pas tout à fait pareil, et au niveau des achats également, puisque les matières ne vont pas être les matières premières ne seront plus que les mêmes non plus. Alors une montée en compétences est attendue autour de tout ce qui est biotechnologie industrielle, tout ce qui est chimie des procédés ou chimie analytique, et également tout ce qui est autour de la connaissance des matières premières végétales et de leurs propriétés valorisables, parce qu'on parle de chimie biosourcée, sachant que la chimie du végétal, comme on dit, donc à partir de la biomasse végétale, est un peu plus en avance que la chimie animale, enfin la biomasse animale, pardon, mais elle avance également. Donc voilà, moi, autour de la chimie biosourcée, Malika va intervenir sur les énergies renouvelables et puis on laissera ensuite la parole à Madame Le Guen. Donc sur les énergies renouvelables et la production d'hydrogène vert, comme je disais tout à l'heure, donc la projection d'emploi elle est de 18 660 emplois projetés en 2028 en Normandie. Donc, ce sera 2,2 fois plus d'emplois qu'en 2019. La filière qui présente la plus grosse progression et le plus effectif à l'horizon 2028, c'est l'éolien en mer, avec 6 600 emplois projetés. Donc, concernant l'hydrogène, on a des projets d'envergure en Normandie, notamment des projets d'usines de production d'hydrogène vert. Donc là, on est sur des besoins, sur des profils techniques avec des compétences qui vont être en électricité, en électrotechnique, la mécanique, toujours la maintenance préventive et prédictive qu'on retrouve sur tous les secteurs qu'on a abordés jusqu'à maintenant, et puis les outils numériques. Donc là encore, on est sur des métiers qui sont déjà en tension sur d'autres secteurs, que ce soit les métiers d'ingénieur, de chaudronnier-soudeur, les techniciens de maintenance et ou bien encore les électriciens haute tension. Donc, pour vous préciser en fait toutes ces données, on va laisser la parole à Madame Le Guen de Normandie Énergie qui va revenir justement sur les formations, les besoins en emploi et en compétences dans le secteur des énergies renouvelables. Oui, donc bonjour à tous. Je vais donc faire avec vous un petit point sur plus précisément les énergies renouvelables. Et donc l'éolien offshore à proprement parler, le photovoltaïque et l'hydrogène. Voilà, il y a également le solaire. C'est pas du tout exhaustif, ce sera simplement un focus qui vous sera proposé sur ces énergies-là particulièrement.
vous laisse passer. Voilà, donc en quelques mots, vous présentez Normandie Énergie. Donc nous sommes la filière de l'efficacité du mix énergétique en Normandie. Donc on est la filière énergie pour le territoire normand, filière d'excellence. Et on a pour vocation de fédérer et animer nos adhérents qui sont plus de 300, voilà, qui viennent adhérer chez Normandie Énergie pour à la fois accélérer leur business, leurs innovations, mais aussi être accompagnés sur le plan emploi-compétences. Et donc, nous accueillons parmi nos adhérents aussi bien des écoles de formation, des écoles d'ingénieurs notamment, des laboratoires de recherche, des entreprises à près de 80% et quelques institutionnels et collectivités. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps de faire le point sur les grands projets normands, en quelques slides. Donc, Normandie, enfin, je vous ai donc indiqué que nous sommes la filière de l'énergie. L'énergie, c'est une filière d'avenir qui recrute et qui va recruter de plus en plus, soutenue notamment par les grands projets du territoire normand. Donc, la Normandie est historiquement une terre d'énergie, je pense que tout le monde le sait. On a la particularité d'accueillir sur notre territoire 3 centrales nucléaires, donc avec bientôt 9 réacteurs, 2 raffineries et 5 parcs éoliens offshore, alors qui ne sont pas encore tous en activité. Pour l'instant, on en a un qui commence à l'être, mais voilà, on a 5 parcs éoliens offshore qui vont être voilà, réellement en efficacité sur la Normandie. L'énergie est un secteur d'activité donc en plein développement, je vous le disais, avec de forts enjeux à la fois de décarbonation, ce qui fait le lien directement avec les propos tenus précédemment par le CARIFOREF et toute l'étude qui a été réalisée. La décarbonation, c'est un enjeu de l'industrie au sens large. L'énergie concerne toutes les industries et donc nous sommes au niveau de la filière directement concernés par ces enjeux de décarbonation que nous accompagnons auprès de nos adhérents et qui concernent aussi bien l'industrie, le tertiaire et aussi les usages urbains, puisque ça modifie bien sûr tous les usages. Il y a également donc un développement plus spécifique des énergies renouvelables, également en lien avec la PPE, hein, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a pour but aussi d'accompagner les stratégies aussi sur les différents territoires de France. Et dans les grands projets du territoire normand, ça va concerner, à plus proprement parler, vous le savez déjà, le nucléaire, qui est très concerné aussi, qui est porteur d'emplois et d'avenir aussi. Et l'éolien offshore, beaucoup, puisqu'il y a de nombreux projets sur l'éolien offshore, l'hydrogène, le solaire. À ce jour, la filière, nous disons toujours que la filière compte 36 000 emplois, ce qui est obsolète puisque ça sont les chiffres d'une ancienne étude qui date de 2017. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à l'INSEE de conduire une nouvelle étude pour à nouveau évaluer le poids de la filière énergie en Normandie. On est beaucoup plus proche des 50 000 que des 36 000, mais ça reste un estimatif et nous aurons donc toutes ces précisions grâce à l'étude menée actuellement qui sera livrée et donc publiée à partir du mois de juin 2025. Voilà, je vous laisse passer à la slide. Voilà. Donc la Normandie, je vous disais tout à l'heure, c'est une terre d'énergie et de décarbonation. On a la particularité sur le territoire normand d'accueillir une diversité d'énergie assez considérable et c'est une particularité parce que ce n'est pas le cas de nombreux territoires en France. Tout à l'heure ont été évoqués notamment le raffinage, la chimie, etc. Là, sur ce qui va concerner donc les énergies, vous le voyez avec tous les pictogrammes. C'était sur la slide d'avant, pardon. Tous les pictogrammes que vous pouvez voir ici vous indiquent bien toute cette diversité présente sur à peu près tout le territoire, avec quand même une grosse concentration effectivement sur la vallée de la Seine.
Donc, sur les projets du territoire, sur la partie éolien offshore en Normandie, je vous disais, on a 5 projets éoliens offshore, avec notamment 2 qui vont être concentrés sur le centre-Manche, le petit pictogramme qui se trouve le plus à l'ouest. Donc 5 parcs éoliens offshore, vous avez ici les capacités qui vont être déployées, avec également les échéances de ces projets. Donc dès 2025, on a le parc du Calvados qui devrait rentrer en fonction. Ensuite 2026, 2031 et 2032 pour les suivants. Ces projets concernent toute une chaîne de valeur, et cette chaîne de valeur, ça va effectivement de la partie conception à la partie maintenance. Donc, sur la partie fabrication en Normandie, on peut le voir, enfin on le voit, oui, approximativement. On a une usine à Cherbourg et 2 usines au Havre. Donc, l'usine de Cherbourg va concerner 500 emplois, à plus proprement parler, tournés sur le marché international, et 2 usines au Havre qui vont concerner la fabrication des pales et des génératrices des éoliennes. Sur la construction et le stockage, on est toujours sur le Havre avec 600 emplois, et les bases de maintenance, ça concerne 75 emplois par base. Sachant que voilà, c'est 75 emplois pour du coup, par base, et donc 75 fois 5. Sur la partie photovoltaïque, donc on est actuellement à 4 grands parcs solaires au sol en Normandie. Donc sur la partie photovoltaïque, on peut dire que la Normandie est un peu à la traîne. On ne fait pas partie des meilleures régions, on n'est pas à la pointe, dans le sens où ça reste encore assez poussif sur le développement du photovoltaïque. Sur les grandes installations, je parle effectivement, et les grandes centrales solaires, normalement, devraient se développer. Mais voilà, pour l'instant, on en est à 58 mégawatts crête dans les 4 départements normands. Donc, avec, vous voyez ici donc, les localisations de ces 4 grandes centrales solaires au sol qui fournissent de l'énergie. Pour l'hydrogène, donc, on a un très gros projet sur le territoire normand avec l'installation d'une unité de production d'hydrogène bas carbone qui devrait être mise en service en 2026. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu. C'était prévu en 2025, ça a été repoussé à 2026. On espère que ce sera le cas pour 2026. Donc c'est la plus grosse unité de production d'hydrogène bas carbone par électrolyse qui verra le jour donc à Port-Jérôme. C'est un projet porté par la société Air Liquide, groupe Air Liquide. Et ce qui est à noter sur ce projet-là, c'est que la moitié de la production alimentera la raffinerie Total Énergie à Gonfreville. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à ce que vous avez pu expliquer tout à l'heure sur la partie raffinerie, qui effectivement diversifie et qui évolue aussi dans son activité pour aussi décarboner, bien sûr, toute son activité. Le projet H2 neutralité carbone est un projet académique qui va eux aussi permettre de répondre à des besoins, emplois et compétences des entreprises, et accompagner toute cette émergence de l'hydrogène sur le territoire, qui pour l'instant concerne plutôt la partie mobilité, et vous en avez également parlé, donc je vais y revenir. Donc un point et un focus sur les emplois et les formations sur l'éolien, le photovoltaïque et l'hydrogène. Juste si vous pouvez revenir un instant sur le slide, merci. Vous pourrez retrouver énormément d'éléments d'information sur le site de Normandie Énergie en vous rendant sur la page métiers et compétences. Il y a notamment une carte des formations, et sur la partie parcours et compétences, vous y retrouverez également la partie emploi avec les différents éléments sur nos adhérents qui recrutent. Voilà. Donc sur l'éolien en Normandie, actuellement, donc, on est sur un prévisionnel, au final, de 5 parcs éoliens offshore. On est à 1 563 mégawatts installés au 30 juin 2024. On a 152 sociétés qui sont recensées en Normandie,
et 4225 emplois en Normandie. Donc là, c'est tout confondu, offshore et onshore, ce qui représente plus 45% par rapport à 2021. Donc on voit bien qu'il y a une très forte progression de l'éolien comme source d'énergie en Normandie. Donc ensuite sur, un petit focus sur les emplois. Alors ce sont les emplois qui se situent sur toute la chaîne de valeur donc de l'éolien, donc qui va de la partie études et développement, passant par la fabrication de composants, l'ingénierie de construction et l'exploitation maintenance. On voit que le gros des emplois se situe sur la partie fabrication des composants avec près de 3000 emplois. Et puis ensuite une répartition, notamment sur l'ingénierie et la construction, la partie études. Donc sur les profils de poste, pour avoir une idée un petit peu plus précise, dans le secteur de l'éolien, on va aller de postes peu qualifiés comme les opérateurs de production à des monteurs, ajusteurs, câbleurs, électroniciens, chaudronniers, soudeurs, techniciens d'exploitation et maintenance, ingénieurs de déploiement, chefs de projet éolien, développeurs d'affaires, responsable de supervision et contrôle des travaux, etc., etc. C'est bien sûr pas exhaustif. À noter que la maîtrise de l'anglais est souvent demandée pour la partie éolien offshore. Les formations qui peuvent être proposées en Normandie pour travailler dans le secteur de l'éolien, ça va globalement du bac+2 aux écoles d'ingénieurs, même si juste avant, je viens de vous dire que on pouvait aussi être sur des profils de poste d'opérateurs de production, de chaudronniers, de soudeurs, et cetera, et qu'un certain nombre de ces profils de poste peuvent être accessibles à partir d'un CAP, BEP et bac pro. On va dire qu'on est quand même plutôt à partir d'un bac pro qu'à partir d'un CAP, sachant que celui-ci a tendance un peu à disparaître. Donc sur les bac+2, vous allez les retrouver notamment à l'AFPA du Havre avec un titre pro, donc technicien de maintenance éolienne. Un BTS, le BTS maintenance, le MSE, maintenance des systèmes éoliens, proposé par le lycée des Cartes-Maupassant de Fécamp. Le bac+3, vous avez 2 licences pro, à l'université du Havre et par le CNAM, du lycée et le lycée établissement, lycée Pablo Neruda de Dieppe, pardon. La licence pro, gestion des projets électriques. Et puis, sur les écoles d'ingénieurs, vous avez également du choix entre les Sigelec, l'INSA, l'Unicamp, Unicamp ESIX et l'ISEL, du Havre, qui proposent un certain nombre, de formations, en ingénierie, pour travailler dans le secteur de l'énergie en général et parfois avec un certain nombre de modules ou d'options, qui vont traiter, de l'éolien. Donc sur le solaire, le photovoltaïque en Normandie, donc je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir, on est sur 4 centrales solaires au sol, 318 mégawatts installés en Normandie fin 2023. On n'a pas de chiffres supplémentaires qui nous sont arrivés depuis. Alors, il y a un sujet, c'est le dénombrement des emplois en Normandie, donc dans le photovoltaïque, sachant qu'on n'a pas de chiffres en fait par région qui nous sont proposés. Il y a une diversité de sources aussi qui nous permettent de recueillir ces chiffres. Ce qui complexifie un peu la chose, à savoir que en fait, selon les énergies, vous avez, des organisations qui peuvent, concentrer tous ces éléments et puis selon d'autres énergies, bah, c'est pas forcément le cas et c'est ce qui se passe pour le photovoltaïque où, les chiffres, des emplois varient de 24 900 à 34 857, voire 67 000. Donc ça, ce sont des chiffres pour la France, emplois directs et indirects selon les sources. Donc avec ça, il faut essayer d'arriver à retrouver, un estimatif, ce qui est compliqué, aussi parce que vous avez beaucoup, d'entreprises, qui à la base étaient du secteur du bâtiment, qui se sont mis à faire un peu de photovoltaïque et du coup qui sont pas, dénombrées en tant que telles, dans le secteur, photovoltaïque. Voilà.
Donc, un petit point sur la chaîne de valeur. Donc, je suis désolée, j'ai pas de chiffres à mettre en dessous sur cette répartition puisqu'on les a pas sur la Normandie. Mais bon, la chaîne de valeur du photovoltaïque, ça va de la partie études, développement, assemblage, fabrication de composants, sachant qu'on a quand même énormément, de composants qui viennent directement de Chine et on en a assez peu qui sont fabriqués puisqu'ils sont peu compétitifs, en France. Ingénierie et construction, exploitation et maintenance. Et donc sur les profils de poste, ça va du poseur et installateur de panneaux photovoltaïques, chargé d'affaires, technicien ou responsable d'études, technicien photovoltaïque, avec aussi des électriciens de chantier, technicien de maintenance, chef de projet développement, ingénieur photovoltaïque. Donc voilà, on retrouve un petit peu les mêmes composantes que précédemment, à peu de choses près. Sur les formations, donc ça va concerner en fait toutes les formations en lien avec l'électricité pour faire assez simple. Ça va du bac pro, donc au bac+5. Donc sur, les bacs pro, on a, donc les bacs pro maintenance, les bacs pro Mélec notamment, donc dans plus de 30 établissements, en Normandie. Ensuite, il y a des mentions complémentaires qui existent. Il y a alors le bac+1, qui était un projet, qui était soutenu en partenariat avec le CNAM, est en cours de modification, qui était donc un diplôme de spécialisation professionnelle, d'un niveau bac+1, dans le secteur photovoltaïque. Il faut savoir qu'on est en train de le retravailler, qu'on se dirige vers une autre option et donc voilà, les éléments sont en train de changer selon les publics, concernés, public formation initiale ou formation continue et voilà, on repart sur, d'autres projets. Le bac+2, on a un certain nombre, d'offres de formation, disponibles. Ça va du BTS électrotech, qui pourrait voir, arriver une coloration d'ailleurs et ça serait une bonne nouvelle. Le BTS, les BTS qui sont dans le secteur du bâtiment, les DUT, BTS ATI également et les licences, voilà, il y a un certain nombre, de licences, CERA, ESMD, gestion de projet électrique et les bac+5, qui sont proposés par l'université de Caen, l'IT2I, l'INSA, ou encore, le CESI. Donc sur l'hydrogène en Normandie, donc l'hydrogène en Normandie, donc on a 127, structures, dénombrées. Alors il faut savoir que l'hydrogène, c'est pas une énergie en tant que telle, c'est un vecteur d'énergie, c'est un gaz effectivement. On a, 127, hein, structures, dont 83 entreprises. C'est une source d'énergie qui est neuve, donc qui est en plein développement et c'est normal que ces chiffres soient petits, on va dire. Il y a environ 800 emplois de dénombrés, sur la chaîne de valeur, de l'hydrogène, 8 projets hydrogène sur le territoire et 9 centres de recherche et 7 centres de formation. Donc sur, la chaîne de valeur de l'écosystème, ça va de la production aux équipementiers. Donc là, on est sur tout l'écosystème, hein. Je vous ai mis l'écosystème parce que j'ai pas pu faire exactement comme pour les précédents. On a 6 unités de production H2, 1 équipementier. Il y a 11 structures, qui concernent les usages qui sont, dénombrés, 12 infrastructures, 24 services supports et ensuite il y a également des financeurs de projets, et un centre de formation privé. Donc sur les profils de poste, ça va du technicien de maintenance en passant par le chargé d'affaires et à l'ingénieur chef d'exploitation. C'est pas exhaustif. Je pense que vous avez compris que dans le secteur de l'énergie, on retrouve un petit peu les mêmes terminologies, partout. Tout à l'heure, vous ont été évoqués également des profils de postes qui sont en tension. Et il y a beaucoup de postes en tension dans le secteur de l'énergie, et notamment, le plus en tension, ça va être le technicien de maintenance qu'on trouve nulle part, et également les chaudronniers, soudeurs, tuyauteurs.
qui font défaut d'attractivité auprès du public jeune notamment. Voilà. Mais il y a également beaucoup de tensions aussi, et je rejoins ce qui a été dit sur des profils tels que les ingénieurs. Voilà, il y a besoin de travailler l'attractivité métier en permanence, effectivement. Sur les formations de l'hydrogène, on est actuellement donc à 3 à peu près formations. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui vont arriver grâce au projet H2 neutralité carbone qui va être déployé par le campus Seine, donc pour la partie académique évidemment, et sur notamment toute la vallée de la Seine. Il y a énormément de formations qui sont prévues à coloration ou nouvelles formations. Si je dis pas de bêtises, on est au nombre de 22 d'ici 2030, donc qui vont être déployées au fur et à mesure. Voilà, j'ai terminé. Je vous relaisse la parole. Merci beaucoup. Et juste pour rappeler, il y a quelques années, le Cariforef avait également fait une étude sur la filière hydrogène, hein, et un certain nombre d'éléments par rapport aux compétences qui sont encore d'actualité. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder sur le site. Ça vous permettra de regarder un peu toute la filière, j'allais dire hydrogène, ce que ça peut donner en termes d'usage également. Donc, par rapport à l'étude que nous avons faite, on a aussi essayé de regarder tous les projets en lien avec ces thématiques-là des domaines de diversification dans les territoires qui relèvent du FTJ. Ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait des réelles opportunités économiques pour les territoires, principalement sur la vallée de la Seine. On a, pour la fin de l'année, quand on avait bouclé l'étude au moment de novembre, je crois, octobre-novembre, une dizaine de projets d'implantation ou de développement d'activités étaient prévus avec un calendrier de mise en œuvre qui s'étalait de 2025 à 2030, hein, grosso modo, avec environ une estimation de 1300 emplois directs estimés sur la vallée de la Seine. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait aussi des craintes et des incertitudes, pardon. Comme on vient de le voir, il y a pas mal de profils qui vont être recherchés, qui sont déjà en tension, et donc des craintes quant à la disponibilité de la main-d'œuvre sur ces territoires où les projets se cumulent un petit peu, des inquiétudes sur la capacité des différents territoires, hein, les EPCI, en tout cas les territoires des EPCI sur lesquels les projets sont prévus, donc des inquiétudes sur la capacité à former les profils recherchés, et des retards qui étaient déjà présents sur certains projets, qui étaient à prévoir dans la réalisation des projets. On vous a mis, mais sans y revenir en détail, parce que vous trouverez l'explication dans l'étude de chacun des projets. Vous voyez que sur l'ensemble, la dizaine de projets, il y a un certain nombre de projets en lien avec l'hydrogène, tel qu'on vient d'en parler, en lien avec les ENR également, peu chimie verte, et l'économie circulaire, bon, c'est assez transversal, mais qui relève de tout ce qui est recyclage. Il y en avait quelques-uns également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de l'étude, hein, les choses avancent aussi, et depuis la fin de l'étude, en fait, d'autres projets, quand on a regardé un petit peu l'actualité, d'autres projets ont été officialisés depuis, notamment sur le Har, 3 projets industriels seraient prévus avec 640 emplois à la clé. Il y a 3 projets, 3 lauréats, hein, d'un dispositif des projets qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif France 2030. Avec 3 lauréats qui concernent les activités. Alors, c'est une raffinerie de lithium pour batterie, un autre projet autour, lauréat, de l'importation d'hydrogène renouvelable, et enfin un autre sur la construction d'un terminal d'importation d'hydrogène bas carbone. Donc, l'hydrogène est assez prégnant aussi. Sauf qu'il faut faire bien attention parce que sur les projets que vous voyez là sous vos yeux, depuis, même s'ils avaient été officiellement annoncés et qu'il y avait un certain nombre d'estimations et de choses d'actées, il faut savoir que même annoncés, les projets peuvent se voir ralentis, voire arrêtés ou abandonnés. Et c'est le cas de 2 projets. C'est le projet Salamandre qui est abandonné, ainsi que le projet Eastman. Donc en fin 2024, après la fin de notre étude, ces 2 projets ont été annulés. Dans un premier lieu, c'est la société Eastman qui renonce à son implantation à Port-Jérôme. Ça avait été annoncé en 2022, elle devait implanter une usine en 2025 pour le recyclage de plastique.
Or, maintenant, un texte européen facilite les importations chinoises dans des conditions économiques plus avantageuses. Donc, le projet est abandonné pour chez nous. Et le projet Salamandre d'Engie, avec CMA CGM, est rangé aussi aux archives, a priori, en raison de coûts trop élevés et un manque de soutien de l'État, selon Engie. Donc, Salamandre ne se fera pas non plus. Donc, en fait, il faut être très prudent quand il y a des projets, parce que parfois, ils sont actés, ils sont officiellement présentés et avec un certain nombre d'études de fait derrière, et on pense que ça va démarrer et ça peut être annulé. Donc, pour cela, on a décidé aussi de répondre à un autre appel au projet. C'est ma collègue Nadine qui va vous parler de tout cela je vais conclure juste avant. Pour la suite. Mais ce qu'on peut conclure, nous, en l'état, c'est que par rapport à l'étude qu'on a menée jusqu'à la fin d'année dernière, concernant les secteurs traditionnels, raffinage, chimie, verre, on constate que ce sont des secteurs certes traditionnels, qui sont repérés comme très émetteurs de GES, mais ils se transforment peu à peu, à un rythme différent selon le secteur et selon les territoires. On a aussi affaire à des domaines de diversification qui sont encore en construction. On est peut-être un petit peu en avance sur le fait de regarder ce qui se fait. Les choses vont peut-être s'accélérer un peu plus dans les années à venir du fait des objectifs qui ont été posés. Mais ce que l'on constate aussi, c'est qu'en termes de besoins en compétences, il y a certes des transformations anticipées, des colorations, comme disait Madame Le Guen aussi, mais c'est pas une révolution des métiers. On retrouve un grand nombre de métiers traditionnels, on va dire entre guillemets, qui se modifient, qui évoluent, certes, mais qui restent sur leur base de compétences tout à fait utilisables pour les activités qui se développent. En ce qui concerne, puisque notre étude se positionnait dans le cadre du FTJ, on a constaté que les territoires ne se sont pas encore vraiment saisis du Fonds pour une transition juste. En fait, vous avez vu, les deux territoires Vallée de la Seine, Vallée de la Brelle, sont constitués par des intercoms. Et en fait, à l'époque, on a fait donc l'étude, il y avait seulement, entre guillemets, 2 intercoms qui avaient sollicité le FTJ par rapport à un état des lieux de ce qu'ils avaient, voir comment ils pouvaient évoluer, etc. Et en fait, les autres territoires que l'on a interrogés, on a interrogé toutes les intercoms ou les services éco ou les agences de développement sur ces territoires, et on a constaté que le FTJ n'était pas encore tout à fait suffisamment connu en tout cas, et que les territoires n'avaient pas saisi cette opportunité pour regarder un petit peu les choses qui pouvaient être faites en termes de décarbonation et de développement des domaines de diversification. Ce que l'on a constaté aussi, et vous l'avez vu sur la carte, la Vallée de la Seine, qui est un gros territoire, il y a un certain nombre d'opportunités économiques, mais des inquiétudes et des choses qui bougent beaucoup, comme je viens de vous dire. Par contre, sur la Vallée de la Brelle, c'est vrai que c'est un territoire où on n'a pas trouvé de projet en termes de diversification, et les acteurs de ce territoire le souligne, qu'il y a un manque de projets sur ces thématiques-là, sur ce territoire. C'est un territoire qui est très centré sur le verre pour le moment. Donc, nous, notre travail d'étude s'est terminé, et notre collègue Nadine Dudouble, en fait, a pris en quelque sorte la suite avec un autre type d'outils qui va être développé pour pouvoir suivre ces différents secteurs, soit traditionnels, soit les domaines de diversification, et pouvoir suivre un petit peu les choses, et notamment les projets et les quelques données que l'on peut proposer. Donc, on va laisser la parole à Nadine. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nadine Dudouble. Donc, je travaille également à l'Observatoire, à l'OREF, avec Hélène et Malika. Et donc, je vais vous présenter un nouvel outil qui en fait est un tableau de bord de suivi des emplois et des compétences qu'on a appelé CITEL. Tu peux passer directement à la prochaine slide. Donc, dans le cadre du programme FTJ Emploi Compétences, donc de la réponse de l'appel à projet, le CARIFOREF a réalisé 2 axes. Le premier axe étant l'étude sur les opportunités de l'emploi que Hélène et Malika viennent de vous présenter. Et le deuxième axe, c'est en fait une continuité, la suite qu'on peut donner à cette étude avec la mise en œuvre d'un tableau de bord permanent de suivi de l'emploi, de façon à pouvoir repérer et identifier les besoins en emploi et en compétences, et de suivre les projets du territoire. L'objectif en fait de ce tableau de bord, c'est de réaliser un outil de veille permanent pour pouvoir suivre en temps réel l'actualité des territoires liés au périmètre FTJ,
et aussi de repérer donc, les dynamiques économiques et les besoins en emploi et en compétences sur donc, ces territoires propres FTJ, donc le territoire et les thématiques. On peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous ai fait un rappel, mais je pense qu'avec les différentes présentations que vous avez, je pense que vous êtes incollables maintenant sur les secteurs cibles et le territoire. Donc, on est bien sur deux grands domaines, les secteurs industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre, les secteurs de la diversification et la vallée de la Brelle, la vallée de la Seine. Hop, c'est fait. Je pense que vous connaissez par cœur maintenant. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que cet outil? Donc, tout d'abord, on l'a appelé CITEL pour Signaux Transformation de l'emploi local. CITEL, c'est l'interface, l'outil que vous allez pouvoir consulter en ligne. Il sera interrogeable par différents biais, différentes entrées, qui sont aussi liées à toute la présentation que vous avez eue. Donc, une entrée territoire. Donc là, on est sur un secteur FTJ. Donc, on a deux entrées, la vallée de la Seine et la vallée de la Brelle. Une entrée secteur ou domaine FTJ. Hélène a bien insisté sur le fait qu'on n'est pas sur des secteurs propres quand on est surtout tout ce qui concerne la diversification. On est sur des secteurs propres quand on parle de raffinerie, de chimie et de verre. Donc, on les a, nous, appelés secteurs pour simplifier le vocabulaire. Et une troisième entrée qui viendra à terme sur les familles de métiers. On a besoin d'abord de capitaliser de l'information pour avoir suffisamment de contenu à vous présenter pour pouvoir ouvrir cette nouvelle entrée. Ensuite, quand vous aurez choisi une entrée, le tableau de bord en tant que tel va être structuré en 3 parties. Une partie chiffres clés, une partie information continue et une partie analyse des offres d'emploi. Les chiffres clés vont pouvoir en fait vous contextualiser en gros le territoire, le secteur que vous aurez précédemment choisi. Ça va être une sélection d'indicateurs qui vont être chiffrés, illustrés avec des graphiques. Et ces chiffres clés en fait sont directement issus de l'étude réalisée par Hélène et Malika. Et qui vont être mises à jour régulièrement. La deuxième partie, l'information continue. Donc là, c'est dans cette partie-là que vous allez vraiment pouvoir suivre l'évolution des projets. En fait, dans cette partie, on vous propose donc une sélection d'actualités qui seront mises à jour quotidiennement sur l'activité économique donc des deux territoires, donc du territoire FTJ, vallée de Brelle, vallée de la Seine, et sur les thématiques concernées. Les actualités, en fait, elles sont issues de la presse locale et de la presse spécialisée. Et enfin, une troisième partie sur l'analyse des offres d'emploi. Dans cette partie, en fait, on a construit des indicateurs à partir des offres d'emploi diffusées par France Travail. On est venu aspirer via les API de France Travail toutes les offres déposées sur le territoire et sur les secteurs. En lien avec nos thématiques. Et on va pouvoir essayer d'analyser ces offres. Donc, dans un premier temps, ce sont des analyses très simples. Et à terme, on va essayer en gros, d'avoir des indicateurs un peu plus parlants qui vont être issus de l'analyse des textes écrits par les entreprises dans ces offres. L'idée, en fait, c'est de comprendre les besoins des entreprises en termes d'emploi et de compétences. Et enfin, pour compléter ce tableau de bord, on réalise un réseau de correspondants locaux. On est en train de mettre en place ce réseau pour contribuer à notre veille et à l'alimentation de ce tableau de bord. Donc, on a pris contact avec différents partenaires. On a pris contact avec les consulaires, les CCI, les CMA, les chambres d'agriculture, des chargés de mission des sous-préfectures, des OPCO,
Voilà, on est en train de constituer un réseau qu'on essaye le plus riche possible, de manière à pouvoir remonter des informations, ou en tout cas d'être vigilant sur certains projets grâce à ce réseau de correspondants. Alors, je vais vous faire une grande faveur. Le site n'est pas du tout encore en ligne. Enfin, il n'est pas l'ouverture officielle. Elle est prévue pour la fin avril 2025, parce qu'en fait, il n'est pas encore charté. On n'a pas du tout. On vient d'avoir notre charte, donc voilà, notre outil aujourd'hui est un petit peu nu, mais et puis il y a certains indicateurs qu'on doit encore retravailler. Mais voilà, je pense que ça va être beaucoup plus parlant pour vous si je vous montre l'outil. Alors, là, je vais essayer de partager. Je vais voir si ça fonctionne. Partager mon écran. Hop, et je vais déplacer ça ici. Voilà. Donc, je vous ai prévenu, on est sur un site un peu tout nu parce qu'on a besoin voilà, de l'habiller encore aujourd'hui. Donc là, on est bien. Vraiment aujourd'hui, je vous dis qu'il n'est pas fini. On n'a que l'entrée territoire qui est vraiment opérationnelle et qu'on peut se permettre de vous dévoiler. Donc, entrée territoire. Ici, après, vous aurez l'entrée par secteur et l'entrée par famille de métiers. Mais voilà comment ça va se présenter. Vous allez choisir votre territoire, donc Vallée de Seine ou Vallée de la Brelle, puisqu'on est sur un tableau de bord FTJ, donc on reste sur les périmètres FTJ. Donc, vous pouvez aller sélectionner le territoire de votre choix, évidemment. C'est l'effet démonstration. Ça marche pas? Non, ça marche, super. Donc, comme je vous le disais dans la présentation, vous avez le tableau de bord qui est structuré en 3 parties. Une partie chiffres clés, info en continu, analyse des offres d'emploi. Donc, chiffres clés ici. Donc, l'illustration, n'en tenez pas compte, hein, ça va changer. Je vous dis, l'habillage va complètement évoluer. Vous avez une présentation rapide donc, du territoire. Quand vous serez sur l'entrée secteur, ce sera une présentation rapide du secteur. Vous avez des indicateurs où vous contextualisez le territoire, donc des indicateurs sur la population, des indicateurs sur l'emploi et quelques indicateurs, donc là pour le moment en l'occurrence il n'y en a qu'un, sur les établissements employeurs. Voilà pour les chiffres clés. L'information en continu. Alors là, on a ça fonctionne très très bien. On a un agrégateur de contenu auquel sur lequel on a donné quelques filtres et on va sélectionner les informations qui ensuite s'affichent dans ce tableau de bord et pour lesquels on a rajouté aussi une indexation qui va permettre en fait de ventiler les actualités dans les bonnes pages de l'outil. Donc là, on va retrouver de l'information sur la vallée de la Seine et sur l'ensemble des secteurs stratégiques définis. Donc là, voilà, vous avez une information qui date du 14 avril avec voilà, du biogaz qui va être réalisé à partir de betteraves. Et donc, vous voulez en savoir plus, vous cliquez dessus. Donc, on est tenu quand même, on n'a pas les droits de diffusion des articles dans leur intégralité. Donc, on vous met qu'un résumé. On essaye qu'il soit le plus parlant possible, mais vous pouvez ensuite accéder à l'intégralité de l'article directement sur la source, sur le site source. Voilà. Donc, si vous changez de territoire, vous arrivez sur la vallée de la Brelle, les informations, elles sont filtrées sur la vallée de la Brelle. On revient sur la vallée de la Seine. Et donc, enfin, la dernière partie est sur l'analyse des offres d'emploi. Donc là, ces indicateurs-là, bon, je ne suis pas très, très à l'aise de les diffuser parce que ça va être vraiment encore retravaillé. Mais toujours est-il que sur le mois de mars 2025, on a recensé 66 offres déposées via les API de France Travail sur ce périmètre de territoire et le périmètre FTJ.
on voit le volume d'offres entre février et mars a nettement évolué. Voilà, on va vous montrer aussi le nombre d'offres par mois. On devrait ici, donc là, cet indicateur, il ne sera pas ici, mais on devrait vous donner un volume sur l'année. Voilà, avec différents encore indicateurs et notamment aussi les types d'offres, les types de contrats proposés par offre. Et puis enfin, un tableau, alors c'est indicatif. L'idée, c'est pas d'aller vous renvoyer sur les offres directement, mais que vous puissiez avoir une idée, quand on vous dit 66 offres, ça représente quoi? Ben voilà, des poseurs de panneaux photovoltaïques, des techniciens poseurs de panneaux photovoltaïques, des chefs d'équipe, des comptables en fournisseurs, parce qu'on est sur certaines thématiques, on est vraiment sur du secteur pur. Donc, si on va si on va rechercher des offres d'emploi sur le secteur du raffinage, bien évidemment, on est sur le secteur, donc on retrouve également des comptables qui travaillent dans le secteur du raffinage. C'est pour ça que ce type d'offre remonte. Voilà, et puis si on passe sur le territoire de la vallée de la Brelle, vous verrez que on est sur un territoire beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, sur le mois de mars, on n'a récupéré que 3 offres. Mais voilà, on va accumuler les informations, notamment sur les offres d'emploi, pour pouvoir avoir une analyse un petit peu plus pointue et à terme proposer des indicateurs qui soient aussi plus parlants et plus intéressants en termes d'analyse derrière. Voilà pour la fraîcheur de l'information. Dernière chose que je voulais voir aussi avec vous, c'est de vous dire que on travaille également sur un autre appel à projet, FSE+, qui va être sur les thématiques je perds le fil, sur les thématiques de la transformation alimentaire et de l'aide à la personne, pour lesquelles il va y avoir une étude, mais également un tableau de bord qui va aussi s'appeler CITEL, puisque CITEL, c'est l'outil tableau de bord. Donc, on va avoir un tableau de bord CITEL FTJ et un tableau de bord CITEL FSE sur la même interface. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nadine, pour cette présentation. C'était très clair. Alors, nous, en fait, là, on va être sur la fin de notre présentation. Je ne sais pas s'il y a des... On vous a mis aussi Alors, la fin de la présentation, on vous a mis les liens vers l'étude. Juste préciser qu'on a fait aussi, parce que l'étude, elle est très dense, hein, vous l'avez bien compris, donc elle fait une centaine de pages. Et on a décidé aussi de faire un focus pour chaque territoire. Donc, la vallée de la Seine et la vallée de la Brelle. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver sur notre site Internet. La question a été posée de savoir si on avait envoyé le PowerPoint, bien sûr. Donc, dans le PowerPoint, on va enlever la présentation de Madame Le Guen, hein, puisque c'est la propriété de Normandie Énergie, mais vous aurez tout le reste de la présentation sur le PowerPoint. Et juste vous préciser que le rendez-vous du Cariforef a été enregistré et qu'il sera disponible. La vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube très prochainement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vais peut-être arrêter le partage pour voir si... Non, je crois que Guillaume a répondu à 2-3 questions pratiques au fur et à mesure des questions sur le chat. Et pas de questions, a priori. Donc, écoutez, si vous avez besoin de compléments ou de précisions, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, allez vous plonger dans l'étude et les focus. Et dès que l'outil construit par Nadine sera disponible, vous en serez informé et comme ça vous pourrez aller rechercher les infos. Madame Le Guen vous a dit aussi, il y a énormément, et c'est vrai, il y a énormément d'informations sur le site de Normandie Énergie si vous voulez creuser un peu plus côté métiers, compétences et un certain nombre d'éléments sur les différents secteurs les différents portions de l'énergie, on va dire. Donc n'hésitez pas, parce que on préfère aussi, et il est très bien fait ce site. Et
n'hésitez pas si vous avez un quelconque besoin. On remercie Madame Le Guen. Oui, merci merci beaucoup de votre disponibilité. C'était très Merci à intéressant vous. et du travail fait. Et merci Nadine. Merci. Et merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à venir vers nous si besoin. Merci beaucoup et bonne journée.